Bonjour très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du 10 avril 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Hier, le Fonds monétaire international venait de publier les prévisions mondiales de croissance économique mondiale. Selon les données publiées, nous sommes en train de regarder que la croissance économique mondiale est au ralenti, on peut le dire comme ça. En comparaison avec l'année 2017, la croissance économique mondiale était autour de 4 points quelques %. Et en 2019, nous sommes à 3,3% de la croissance économique mondiale. Bon, c'est quand même en 2 ans une régression progressive et on peut dire un peu catastrophique en ce qui concerne les économies mondiales. Mais il y a certains pays qui ont essayé de stimuler leur croissance économique en donnant des crédits, des impôts aux entreprises. Parfois, ces pays-là parfois essaient parfois aussi de financer un peu les entreprises qui sont un peu en difficulté. Mais la plupart du temps, on essaie simplement de donner les crédits d'impôt. L'exemple que nous pouvons prendre ici, par exemple le cas des États-Unis, depuis que le président Trump est venu, il a eu à couper dans les impôts et nous avons vu quand même une augmentation économique ou de la croissance économique aux États-Unis. Bon, les avantages de la croissance économique aux États-Unis, c'est quoi? C'est éventuellement le taux de chômage qui est parti très bas, très bas, et l'économie aujourd'hui américaine devient de plus en plus une économie solide et suspendue dans les airs, on peut le dire comme ça. Ça dit que c'est une économie qui a vraiment beaucoup grandi. Mais si vous essayez de voir les prévisions de croissance économique publiées par le Fonds monétaire international hier, ça monte un peu puisque en 2017 nous avons eu 4 points quelques %. En 2019, donc 2 ans après, nous sommes à 3,3%. Donc, vous voyez que c'est une régression. Et puis, en même temps, dans plusieurs pays, d'autres pays qui n'ont pas essayé de diversifier les économies ou booster, nous avons vu une stagnation de l'économie. Mais les prévisions du Fonds monétaire international disent quoi? Ils disent que l'année prochaine, il peut y avoir de la relance économique. Donc, on ne nous présente pas le cas de figure de récession ici. Mais si vous voyez que généralement le FMI déclare récession quand la croissance économique mondiale est en dessous de 3%. Mais cette année, nous sommes à 3,3%. Vous voyez, donc si l'année prochaine, les économies ou les années qui viennent, les économies mondiales ne vont pas dans le sens croissance, nous pourrons éventuellement arriver à une éventuelle récession comme celle de l'année 2008 qui a bouleversé la croissance économique mondiale, éventuellement avec des banques américaines qui ont plombé, les marchés économiques qui ont plombé, éventuellement des entreprises qui ont fermé, beaucoup de gens ont perdu de l'emploi, ainsi de suite. Et donc ça va être difficile pour des familles. Donc, mais le FMI ne parle pas d'une récession pour l'année prochaine. Le FMI au contraire parle, selon le rapport qu'ils ont publié hier, d'une potentielle évolution de la croissance économique mondiale. Mais il y a certains économistes qui sont un peu sceptiques, qui parlent un peu potentielle récession. Vous voyez, ça sont des économistes qui le disent. En tout cas, nous ne sommes pas, mais nous ne sommes pas économistes, mais nous voulons simplement faire expliquer un peu ce que le FMI parle de la croissance économique. Mais pourquoi moi je le parle ce matin? Parce que je suis Canadien, je suis aussi Congolais. Donc avant d'être Canadien, je suis d'abord Congolais. Vous voyez? Et je viens du Congo-Brazzaville, je viens d'un pays africain, d'Afrique centrale francophone, un pays qui vit une situation économique compliquée et difficile. Donc si nous essayons de placer le contexte du Congo-Brazzaville dans les projections économiques mondiales que le Fonds monétaire international venait de publier hier, en ce qui concerne la croissance économique mondiale, vous voyez que ça pose véritablement un problème pour ce pays, c'est seulement si il n'y a pas changement de régime, puisque les projections économiques du FMI nous démontrent que l'économie mondiale est en train de reculer. Nous avons une baisse de l'économie mondiale. Oui, l'année prochaine, ça
Ça peut relancer, ça peut, potentiel relancement de l'économie. Mais là, nous sommes quasiment au bord d'une récession. Donc si l'économie mondiale rentre dans une récession aujourd'hui, vous voyez que c'est la catastrophe totale en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Parce que c'est un pays qui a concentré toute son économie sur des produits pétroliers, sur des produits gaziers. Vous voyez, il n'y a pas une diversification de l'économie. Nous avons eu des gens qui ont eu des multimilliards d'argent, mais qui n'ont pas pu gérer. Vous voyez, donc si aujourd'hui nous sommes au bord d'une récession, si le monde rentrait dans une autre récession économique, que deviendraient les populations du Congo-Brazzaville, puisque nous faisons face à un homme qui a volé tout l'argent du pays? C'est une situation compliquée, hein, chers amis. C'est une situation, il faut que ça suscite la conscience de tout un peuple, la conscience des dirigeants politiques, la conscience des dirigeants militaires, la conscience de la jeunesse. Parce qu'il ne s'agit pas ici de venir simplement vociférer, mais de vous présenter, certainement que vous êtes ignorant, hein, parce que vous ne lisez pas beaucoup, vous ne suivez pas les news. C'est ça, vous ne lisez pas beaucoup, vous ne suivez pas, vous n'avez même pas, parce que aussi vous manque les moyens d'aller regarder les prévisions économiques que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale publient en ce qui concerne les États. C'est une situation grave que nous sommes en train de vivre. Nous faisons face aux gens qui ont volé l'argent, qui n'ont pas su diversifier l'économie, des gens qui n'ont jamais planifié le lendemain des citoyens du Congo-Brazzaville. Tout ce qu'ils savent, c'est voler, dépenser, et à massacrer les gens qui se lèvent, ou chercher à assassiner les gens qui se lèvent pour au moins leur dire stop, essayez de revoir votre façon de gouverner. Oui, chers amis. Donc, là encore, avec le Global Witness qui venait encore de révéler un autre scandale de la fille de Sassou qui s'est tapé un appartement dans le Trump Tower aux États-Unis, un appartement à coût de millions de dollars américains avec l'argent du contribuable congolais. Vous voyez que ça s'appelle le blanchiment d'argent. Ces gens-là cherchent à placer l'argent qu'ils ont volé du Congo dans tout ce qui comporte l'immobilier en Occident, mais ces immobiliers-là qu'ils achètent en Occident, ils paient les taxes sur le domaine foncier. Et ces taxes-là, c'est un manque à gagner pour le peuple congolais. Puisque c'est les gens qui n'ont pas des entreprises, ils vont continuer à voler l'argent du Congo pour continuer à payer ces taxes. Si vous achetez un appartement à 7 millions de dollars américains, mais les taxes de propriété, ça vous revient autour de, on peut dire quasiment au coût de 2 ou 3 millions par année. Et ça, c'est de l'argent qui pouvait servir à financer nos hôpitaux, les écoles, à financer les bourses. Oui, chers amis. Donc, les prévisions économiques publiées par le Fonds monétaire international hier nous mettent dans une situation de difficulté parce que toute l'économie mondiale est en ralenti. Donc, avec ce ralentissement économique, l'économie mondiale qui est un peu au point de stagnation, donc, pouvez-vous penser que Sassou est capable d'attirer des investisseurs qui vont venir dans le pays? Non, chers amis. Parce qu'aucun investisseur ne viendra dans un pays où vous avez des mauvais gestionnaires, où vous avez des gens corrompus, des gens qui ne savent que voler, des gens qui n'ont aucune planification. C'est ça la réalité. Quels sont les contributeurs du Fonds monétaire international qui vont accepter qu'on donne de l'argent à Sassou Nguesso, qui, il n'y a pas très longtemps, qui venait de recevoir 60% d'effacement de la dette du Congo en 2010 et qu'il a eu à faire assez de revenus entre les années 2008 et quasiment 2014, et quelques années après, tout l'argent est parti où? Donc vous voyez que, puisque les grands planificateurs économiques, certains économistes nous parlent d'une potentielle récession, et certains sont encore un peu, le Fonds monétaire international on peut comprendre, parce que c'est une grande organisation, il ne peut pas mettre des pays ou des entreprises dans une situation de stress en leur parlant de récession. Mais généralement, personne ne peut prédire la récession. Personne ne peut le prédire. Aucun économiste ne peut prédire une récession. Une récession peut arriver à l'instant où nous sommes. À l'instant où nous sommes en train de faire ce direct. Vous voyez? Donc personne ne peut le prédire. Quand ça arrive, ça arrive. Si les gens pouvaient prédire la récession, mais avec le circuit mafieux économique mondial, les gens devaient se permettre d'appeler les entreprises, appeler leurs amis pour que le monde essaie de retirer leur argent comme le cash, le cacher dans les maisons. Mais personne ne peut le prédire parce que quand une récession arrive, tout le monde perd. Il s'agit de toi, moi, nous qui avons des investissements un peu partout, nous qui avons quelques shares dans les bourses, nous perdons tous. Oui, chers amis. Donc, le Fonds monétaire international
sait qu'ils ne peuvent pas donner de l'argent à Sassou. Sassou n'aura jamais l'argent du Fonds monétaire international. Donc, la situation du Congo, que les Nguesso ont placé, puisqu'ils détiennent un peu le cash du peu d'argent qu'ils ont caché dans les bunkers, c'est ça qui leur permet de vivre. Pendant ce temps, le peuple congolais est foulé aux pieds. Le peuple congolais est envoyé à la cathode. Donc, vous voyez que il n'y a pas une solution, ce n'est pas une élection où vous voyez déjà les PCTistes commencent à nous parler de Sassou 2021, de ceci, de cela. Nos frères qui sont au Cuba là-bas, on les lâche des chiens sur eux, on leur tabasse, c'est la catastrophe. Les militaires congolais doivent comprendre qu'à un certain point, même l'argent que Sassou a gardé dans ses bunkers personnels ne sera plus suffisant pour leur nourrir. Sinon qu'il y aura peut-être de l'argent pour cette hiérarchie militaire qui est fidèle à Sassou, qui ne va jamais se déconnecter de Sassou. Mais il n'y aura pas de l'argent véritablement pour des combattants première classe, pour les miliciens, pour tous ces petits-là qui sont recrutés dans tous ces villages mochis. Il n'y en aura pas. Donc, la solution, elle est militaire. Ça doit se passer par deux choses. Ou vous aviez des caporaux, des adjudants qui s'organisent au sein de l'armée congolaise, au sein de la police congolaise, ou vous avez un jeune mochi qui est associé à ce régime, qui pense que il est en difficulté et qui pense que son avenir va être compliqué dans le Congo prochain quand Sassou ne sera pas là, parce que le régime de Sassou finira par tomber, on vous le dit. Et les mochis seront en énorme difficulté. Donc ce jeune-là peut se permettre de dire que bon, je vais prendre ma responsabilité de pouvoir sauver mon ethnie qui est pris comme l'esclave du système Sassou. Et ce jeune-là prend l'engagement de buter Sassou. Donc vous voyez que, chers amis, les solutions, elles sont nombreuses. La solution politique ne viendra pas tant que vous avez le PCT qui est là, tant que vous avez Sassou qui est là, tant que vous avez tout ce régime est là. La solution, elle est une solution de force, une solution militaire, une solution radicale, on peut le dire comme ça. Aucun pays ne viendra aider le Congo. Ne pensez pas qu'il y aura des armes qui partiront de quelque part. Il faut que nous-mêmes on s'organise pour régler le cas de Sassou, parce que nous savons que nous faisons face à un délinquant financier qui a plongé le pays dans la merde. Et la seule façon d'éradiquer ce délinquant-là, puisque ce délinquant est hyper armé, prêt à massacrer le peuple pour se conserver du pouvoir et faire scier le peuple, alors il va falloir que nous prenions les responsabilités en tant que fils de ce pays, avec les prédictions que le Fonds monétaire international nous donne aujourd'hui. Si nous ne chassons pas Sassou par les armes, rien ne va se faire et le pays va de plus en plus plonger. Et ça sera la catastrophe pour tout un chacun de nous, même aux futurs des futurs enfants ou les bébés qui naissent de ce pays. Donc le peuple congolais, militaires congolais, cadres congolais, même les membres du PCT, les enfants que nous avons entendus à Cuba, mais ils parlaient que beaucoup plus. La majorité parlait lingala. Et ça, ce n'est pas les lingala qui sortent des quartiers Bas-Congo, mais ça, c'est bien les lingala forts de Talanga, Wenze, Mikalo, Mpila. Donc vous voyez que vous avez vos enfants à Cuba, vous avez vos enfants au Maroc, en Tunisie, en Algérie, vous avez vos enfants en Ukraine, en Russie. Alors il est temps que nous nous levons pour libérer ce Congo une bonne fois et installer une véritable démocratie et essayer de planifier la situation macroéconomique de notre pays, le Congo-Brazzaville. Merci d'avoir suivi ce direct et envoyez ça, que ça arrive dans les oreilles des gens du PCT et les gens de Sassou. Parce que nous venons ici pour vous parler des choses qui sont réelles. Si nous ne nous décidons pas pour libérer ce pays, laissez encore ce pays entre les mains d'Nguesso, Sassou va vous vendre tout ce pays. La preuve en est qu'il est encore en train de planifier pour donner le barrage de Sunda aux Chinois. Mais en fin de compte, il veut simplement tout vendre. Sachez que si les Chinois prennent ce barrage-là, ben ils vont le prendre, ça sera pour les Chinois, puisqu'ils auront leurs investissements là-dedans. Et c'est pour plus de 1000 ans qu'ils vont se mettre là à vendre cette énergie, à détruire même une grande partie des eaux, et le pays va tout perdre, alors que nous-mêmes on est capable de pouvoir faire cette énergie, de pouvoir construire ces barrages avec nos propres moyens, de vendre l'énergie, afin que l'État puisse avoir des revenus par rapport à cette énergie, comme d'ailleurs le fait les amis de la République démocratique du Congo par le barrage de Inga, que nous consommons déjà de l'énergie, que plusieurs pays de la sous-région consomment de l'énergie, que déjà l'Égypte est en train de planifier acheter l'énergie. Vous voyez que c'est un gain, une source
financement pour l'État congolais, une source qui pourra permettre à l'État congolais de générer des emplois, non pas seulement au sein de la nation, mais même au niveau international, parce que nous aurons des ramifications des filiales qui vont continuer à distribuer l'énergie ou encore à vendre l'énergie dans les pays de la sous-région. Parce que l'énergie demeure le moteur économique de tout un État. Un pays qui n'a pas d'énergie, aucun investisseur, aucune compagnie sérieuse ne viendra s'installer chez vous. Et vous n'aurez pas, jamais vous aurez la possibilité d'attirer des investisseurs. Donc vous voyez que il faut vraiment que nous déboulonnons ça sous. Nous puissions mettre la transparence de la gestion de la chose publique, nous puissions mettre la justice, nous pouvons mettre le pays comme un pays de droit. Et ce n'est que de cette façon que des véritables investisseurs, les investisseurs auront envie de venir investir chez nous. Il faut le dire qu'il y a plusieurs investisseurs qui veulent venir travailler en Afrique parce que l'Occident est déjà saturé, parce que les taxes sont très élevées en Occident. L'Afrique serait certainement l'Eldorado pour des investisseurs parce qu'on retrouve un marché nouveau, un marché qui est capable de générer des produits, nourrir même l'Europe. Donc vous voyez que nourrir même l'Occident, vous voyez chers amis. Mais il ne peut pas venir dans nos États s'il y a la corruption, si nos États ne sont pas les États de droit, si nos États ne sont pas des États de loi. Vous voyez chers amis. Si nos États ne prônent pas la transparence économique, la transparence dans la gestion, la transparence dans tout niveau. Donc Sassou ne pourra jamais apporter cette transparence-là au Congo-Brazzaville. Il va falloir que nous nous levons pour chasser ces hommes, balayer cette merde qui gangrène le pays et remettre le pays sur les rails. Et vous verrez que avec toutes ces potentialités que nous avons autour de nous, avec la situation géographique, avec la situation climatique que nous avons, nous aurons les potentialités d'attirer des investisseurs. Nous allons mettre des campagnes dans le niveau international pour motiver les gens à venir investir au Congo. Et vous verrez que nous serons encore un pays qui va essayer de relancer la sous-région. Nous serons encore un pays qui va essayer de stabiliser l'économie de la zone CEMAC. Nous serons encore un pays qui va être encore un pays phare, comme déjà dans les années 60 avec le président Massamba Deba, le président Fulbert Yulu, où nous avons eu une économie qui fonctionnait très bien, où les gens de la sous-région venaient même travailler chez nous, venaient étudier chez nous. Oui, chers amis, nous avons perdu tout ça parce que nous faisons face aux gens qui se sont simplement décidés de bondir les muscles, de bondir les armes, commander l'arme à la poing et aucune planification économique pour le pays. Et vous voyez encore que le rapport de la croissance mondiale publié par le Fonds monétaire international vient démontrer cette stagnation de l'économie mondiale, potentiel possible de rentrer dans une récession parce que nous sommes aujourd'hui à 3,3%. Si nous dépassons, nous descendons encore en dessous de 3, nous sommes donc dans la récession économique. Si nous rentrons, le monde rentre dans une récession économique présentement, alors que deviendrait le Congo dans cette situation économique, dans l'apocalypse économique, l'Armageddon économique? Souvenez-vous, on vous avait déjà prédit cette affaire de l'apocalypse économique. Nous en sommes là, en pleine apocalypse économique, en pleine Armageddon économique. Alors, l'unique façon de régler cette situation, c'est de bousiller Sassou. Il n'y a pas deux façons, il n'y a pas la solution politique, c'est de façon militaire. Où un jeune Mossi prend ses responsabilités, il se sacrifie pour le peuple, non pas seulement pour le peuple, mais il se sacrifie pour tout le peuple Mossi, pour la libération du peuple Mossi, qui a été confisqué par un roi fantôme, un roi qui a usurpé le titre de roi Mossi. Mais ce jeune-là prend la responsabilité pour sauver son peuple, ou encore, c'est encore des militaires conscients qui sont là pour libérer la patrie. Ils doivent rejoindre un peu ce que les militaires algériens ont fait. Il y a des militaires algériens qui ont été avec le régime Bouteflika, mais ils ont décidé de rester aux côtés du peuple. Nous en sommes convaincus qu'au Congo, il y a encore des militaires qui sont capables de le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir des armageddons, des armes pour faire ce travail, pour chasser un despote au pouvoir. Une petite balle dans la tête suffise pour mettre fin à cette gangrène qui mine le pays. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.